grande surprise, hein, vous savez pourquoi vous êtes inscrit. Donc on accompagne, comme le disait Damien, nos clients sur différentes missions de SAM hein, pour la partie IBM. Et l'aspect contractuel chez IBM est hyper important, parce que c'est sur ces aspects-là qu'on va identifier un certain nombre de problématiques, lors des audits notamment. Donc on vous propose ce point pour, voilà, rafraîchir les notions importantes et revoir les informations qui sont sorties ces dernières années. Avant de commencer, on va se présenter, donc je suis accompagnée aujourd'hui de Fatia. Bonjour à tous, je suis Fatia Biterfas, je suis consultante SAM chez Elé depuis 3 ans maintenant et j'accompagne nos clients sur plein de sujets de conformité IBM, des inventaires, des accompagnements aux audits, etc. Margot Chapelier, je suis responsable d'activité SAM chez Elé depuis maintenant plus de 4 ans. J'appuie, comme Fatia, nos clients sur leurs sujets SAM, à la fois sur IBM, mais on travaille aussi sur d'autres éditeurs comme Oracle, SAP. Et dernièrement, on a pas mal de sujets, OpenText et Rocket Software, par exemple. Au programme, on commence avec une introduction, on parle un peu d'IBM, de ses dernières actualités et on fait un petit rappel du cadre contractuel d'IBM. Ensuite, on fait le tour des principales règles contractuelles qui existent chez IBM. Puis on passe un peu de temps à parler d'ILMT, hein, le plus gros facteur aujourd'hui de non-conformité. Et on finit en parlant du CVA, donc ce nouveau contrat d'IBM qui est sorti l'année dernière. Donc, pour commencer sur les actualités IBM, pour entrer un petit peu dans les sujets récents pour cet éditeur. On est revenu sur les 3 dernières années, parce que c'est voilà, les éléments les plus récents qui sont les plus importants, bien entendu. IBM a annoncé un nouveau Passport Advantage, donc la version 12 en août 2024, pendant nos congés à tous. En 2024, ils ont également racheté 2 logiciels de software AG, StreamSet et WebMethod. En 2025, les rachats continuent, donc c'est vraiment une stratégie de croissance classique chez IBM. En 2025, ils ont annoncé le rachat d'HashiCorp pour leur logiciel de gestion de l'infrastructure et de la sécurité, notamment Terraform et Vault, qui sont assez connus hein, dans le milieu pour ces points-là. Et de Confluent, afin de faire de la synergie avec leurs outils, notamment Watson, sur l'automatisation et le traitement des données. Et continue à développer toute la partie informatique quantique, qui est un gros axe de travail pour l'éditeur. Et avec ce qui a un petit peu plus d'incidence d'un point de vue logiciel, ils ont annoncé le remplacement de l'IASP, donc l'IBM Authorized SAM Partners, le contrat, par le CVA, Client Value Accelerator. En 2026, donc 2025 a été une année qui était très intéressante et assez bonne financièrement parlant. On a une hausse du chiffre d'affaires d'IBM de 12%, du résultat net de 8% en 2025. Ils continuent à étendre leur segment logiciel, mais malgré ça, on observe la continuité d'un mouvement qui avait été initié en 2024 avec une continuité, enfin de nouveau des suppressions de postes qui ont été annoncées fin d'année dernière, début de cette année. On a des chiffres qui peuvent paraître assez peu élevés, 2% de la masse salariale mondiale, mais c'est 300 000 personnes, leur masse salariale. 2%, on est sur 3 000 personnes qui sont touchées, ce qui est assez impactant. Et en France, on est sur 10% des salariés impactés. Récemment, IBM a eu une belle chute en bourse là, depuis le 1er janvier, on est à moins 14%. Cette chute en bourse, elle a surtout eu lieu aux alentours du 24 février, quand Anthropic a annoncé mettre leur IA sur le sujet COBOL, l'objectif étant de proposer des solutions de remplacement et de migration pour toute la partie mainframe. Ce qui est assez intéressant dans cette annonce, c'est qu'on a malgré tout IBM et Anthropic avaient signé en 2025, en octobre, donc il n'y a pas très longtemps, il y a 3-4 mois, avant un partenariat stratégique, entre les 2 entreprises. Et malgré ça, Anthropic a annoncé travailler sur COBOL. En continuité, malheureusement, tout au long de ces 3 dernières années, on a observé une belle recrudescence des audits en 2024. On a plusieurs clients qui nous ont contactés suite à la réception de l'aide d'audit et ça a continué en 2025 et 2026.
Avant de rentrer donc dans le détail des obligations contractuelles, on a décidé de revenir avec Margot sur la base, donc, qui est l'architecture contractuelle. C'est un sujet, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent déjà. On a décidé de le remettre ici parce que dans la pratique, c'est souvent là que les problèmes de conformité commencent. Dans la majorité des audits IBM qu'on accompagne avec Margot, le problème, c'est pas toujours côté technique, mais souvent, c'est les règles du contrat qui sont pas comprises ou pas appliquées correctement. Donc, l'architecture contractuelle d'IBM, comment ça se présente concrètement? Donc, en haut, on a le IPLA, donc c'est le contrat cadre. C'est dans celui-ci qu'on retrouve toutes les définitions contractuelles. Ensuite, selon comment on achète, on va avoir un type de contrat. Quand on veut acheter avec un engagement, donc par exemple un engagement sur le prix, par exemple dans les 3 prochaines années, je veux dépenser 10 millions d'euros chez IBM, on va avoir le contrat ESSO ou I3SO, ou parfois on retrouve contrat Ruby ou contrat Opal. C'est juste des noms qui ont évolué, mais c'est la même chose. Et donc avec ce contrat-là, on ne s'engage pas sur ce qu'on va acheter, on a une certaine flexibilité. IBM propose un catalogue et on prend un peu à la carte ce qu'on veut. On a aussi le IULA, donc IBM Unlimited License Agreement, qui vous permet d'acheter donc un accès illimité à certains logiciels pendant une durée limitée. Et donc, ce qui est important, c'est peu importe sur quel contrat je décide de partir, donc le SSO ou l'illimité, on est toujours aussi rattaché derrière au contrat Passport Advantage. Et donc, quand on fait ses achats au fil de l'eau en fonction de ses besoins, on vient rattacher ses bons de commande à son Passport Advantage. Donc, le Passport Advantage, c'est vraiment le contrat fondamental. C'est dans celui-là qu'on retrouve toutes les clauses très génériques, comme les conditions sur les renouvellements de maintenance. C'est dedans qu'on retrouve la clause d'audit, c'est dedans qu'on parle d'ILMT, donc c'est super important parce que dans le SSO ou l'illimité, on ne parle pas d'ILMT par exemple. Et donc à partir du moment où on fait du business avec IBM, on adhère automatiquement au passeport Advantage. Et donc dans sa gestion contractuelle, IBM se base sur 2 identifiants, donc le numéro de contrat et le numéro de site, auquel on vient rattacher ses bons de commande. Comme l'a dit Fatia, donc le Passport Advantage, c'est vraiment le contrat de base qui concerne tous les clients. À partir du moment où on a des achats software chez IBM, on est soumis au Passport Advantage. Ce Passport Advantage, c'est assez important de comprendre, son passé, ses évolutions, parce que sur les 20 dernières années, on a eu énormément de modifications contractuelles. Donc la l'IAS en 20 ans a énormément bougé. Si on se concentre sur la fin, donc là où vous avez mis une frise des 20 dernières années, entre la V3 et la V12, on note qu'il y a bien 10 versions qui ont été sorties en l'espace de 20 ans, entre 2003 et 2024. À date, on est toujours sur la V12, on regarde régulièrement avec Fatia en se faisant des petites sueurs froides, mais toujours sur la V12. On fera probablement un webinaire le jour où la V13 sortira. Entre la V6 et la V10, on avait une sortie régulière du Passport Advantage. Tous les 3 ans, IBM actualisait son Passport Advantage avec une nouvelle version. Quand la V11 est sortie, ça faisait 6 ans qu'il n'y avait pas eu de nouvelle version. Donc on a eu un gap quand même assez important. Et quand il est sorti, on a compris pourquoi il y avait eu ce gap. Parce que le Passport Advantage avait énormément évolué. On a noté environ 85 de modifications entre la V10 et la V11. À la fois sur une question de mise en forme, le document a évolué visuellement, mais aussi sur le fond. Énormément de modes de définition, d'obligations qui ont changé. Moins de 2 ans après, en 2024, est sortie la V12 avec de nouveau des modifications qui là impactent la plupart de nos clients quand ils ne l'ont pas refusé. On va maintenant donc passer à la deuxième partie, donc sur le rappel des principales règles contractuelles avec IBM. L'objectif, c'est pas de passer en revue tout le contrat, hein, de toute façon, ce serait beaucoup trop long, mais c'est de s'attarder sur les clauses qui, dans la pratique, causent le plus de risques de non-conformité. Sur chaque slide, on a mis à gauche la version du contrat dans laquelle la clause, elle s'applique. Donc il y a des clauses qui sont là depuis longtemps, et il y en a qui sont apparues plus récemment, donc 2023-2024, comme celle dont on va parler tout de suite, donc sur les rapports annuels. Donc concrètement, dans le contrat, il y a une clause qui dit que chaque année, le client IBM doit fournir à IBM un rapport complet
de ces usages. Et donc, quand on dit complet, c'est vraiment large, hein, c'est tous les logiciels, tous les sites, tous les environnements et toutes les métriques. Pour le format, donc IBM renvoie à un modèle de format qui est décrit sur leur site, hein, ils mettent l'URL dans le contrat. Par exemple, ça nous parle des rapports ILMT pour tout ce qui est produit PVU. Et pour le reste des métriques, par contre, on n'a pas vraiment de directive précise sur ce qu'ils attendent exactement comme source de données pour chaque produit. Le contrat précise aussi 2 choses importantes. Vous devez conserver ce rapport pendant 2 ans et si IBM vous le demande, vous devez le fournir sous 30 jours. Et donc concrètement, ça dit quoi? Chaque année, vous devez passer un temps qui est non négligeable, parce que ça prend du temps, hein, de faire ce rapport d'audit et montrer donc que vous suivez bien votre conformité. Et donc si vous n'avez pas fait ce rapport en 2024 ou en 2025, vous avez déjà donc 2 ans de retard. Cette obligation, elle existe depuis la V11, donc depuis 2023. Elle a été renforcée dans la V12. Avant, vous deviez produire ce rapport, le conserver 2 ans et le fournir à IBM s'il le demande. Maintenant, il y a bien écrit que vous devez produire ce rapport et le fournir chaque année systématiquement à IBM. Dans la pratique, c'est un sujet sur lequel nous, on accompagne beaucoup de nos clients, la production de ce rapport d'audit. On ne l'envoie pas, mais on le garde bien au chaud, et comme ça, on est prêt si jamais IBM le demande. Parce qu'IBM est dans son droit de vous le réclamer et le faire en moins de 30 jours. Enfin, vous avez tous déjà, je pense, mené ou assisté à des inventaires. On est sur des sujets qui prennent du temps. Il faut absolument les anticiper et les faire en amont, notamment pour collecter les preuves qu'IBM demande dans la rédaction de ce rapport, que ce soit ILMT ou d'autres. Voilà la première clause sur laquelle on voulait revenir. La clause suivante, c'est une clause qui s'attarde sur le calcul, enfin les notions associées au full capacity. Donc là, on est sur une règle qui a évolué uniquement dans le PA12. Donc si vous avez refusé le PA10, enfin le PA11, puis le PA12, vous n'êtes pas concerné. On s'attarde bien sur les clients qui n'ont pas refusé ces 2 derniers contrats. Donc IBM, dans le PA12, est venu modifier comment on allait compter le nombre de cœurs en full capacity, donc le nombre de cœurs physiques. Le full capacity, pour rappeler très rapidement, donc c'est la méthode de comptage par défaut quand on a des métriques processeurs. Donc PVU, VPC, Virtual Processor Value Unit ou Processor Value Unit ou Virtual Processor Core, si je dis les mots en entier. Globalement, ça concerne quasiment tous nos clients, puisque les métriques processeurs sont présentes dans 80% des cas chez nos clients. Et par défaut, si vous n'êtes pas éligible au SAP Capacity, on rentrera un peu plus dans le détail du SAP Capacity versus Full Capacity plus tard, vous allez être impacté par cette définition. Donc, si je reprends la définition exacte, je vous la présente ici en mode révision. Donc, en noir, on a la définition, la partie qui n'a pas évolué. On est comme sur un Word, en fait. En vert, vous avez la partie qui a été rajoutée et en rouge, la partie qui a été supprimée. Donc, déjà, on peut observer que la définition a doublé en taille. On avait un petit paragraphe, maintenant on en a 2. Et si on rentre dans le détail de ce qui a été modifié, la première chose qu'on observe, c'est la mise en majuscule de la partie cœur de processeur et l'ajout du terme activé. Je ne vous apprends rien, d'un point de vue légal, la présence de mots en majuscule veut dire que c'est défini contractuellement dans le plus bas. Ici, on observe que c'est le deuxième paragraphe, un cœur de processeur activé est défini plus bas. Je reviendrai dessus ensuite. Donc, toujours sur le premier paragraphe, on a la suppression du fait que les cœurs de processeurs physiques sont disponibles et qu'on va compter là où ils sont déployés. On ne va plus se concentrer sur où est déployé le produit, mais plutôt dans quel environnement matériel physique est-ce que le produit est mis à disposition? Où est-ce qu'il est géré par le produit? Donc, les cœurs de processeurs activés physiques, mis à disposition du produit ou gérés par le produit. IBM précise quand même qu'on peut retirer tous les serveurs dans lesquels le produit a été enlevé. Ou si vous décommissionnez un serveur, bien entendu, on ne le comptera pas, ça paraît assez cohérent. La deuxième partie, le deuxième paragraphe, donc c'est la définition du CPA. Et là, on retrouve des choses qui sont assez intéressantes. Donc, on retrouve de nouveau la disponibilité des cœurs de processeurs, qui avait été supprimée sur la première partie. Mais on retrouve surtout une précision concernant les exceptions.
IBM précise qu'on va compter indépendamment des différentes limites qui peuvent être mises en place du point de vue de la capacité, d'un point de vue technique. Ces limites, ce sont les limites de virtualisation. Donc, par exemple, diminuer le nombre de corps via un outil de virtualisation, via des commandes BIOS, via le système d'exploitation. Pour donner un exemple un petit peu plus concret, par le passé, pour diminuer le nombre de full capacity de corps qu'on allait compter en full capacity, on pouvait aller dans le BIOS, limiter l'usage, passer de 8 par exemple à 4 ou 6 corps et donc diminuer le nombre de licences directement. Aujourd'hui, IBM retire cette possibilité explicitement. Ce qu'on peut se dire ici, c'est que c'est quelque chose qui n'est, cette règle reste très floue, ambiguë et continue à poser des questions. Et c'est là-dessus qu'IBM en audit, IBM ou son auditeur, va essayer d'aller chercher une base de calcul plus importante pour la facture finale si jamais il y a une non-conformité qui est avérée. Donc je me rends compte que la définition là comme ça, elle n'est pas forcément très claire. Donc avec Fatia, on vous a fait un petit schéma avec une explication ensuite. Donc si vous travaillez depuis avec Elé, vous connaissez ce type de schéma, on prend toujours la même base. Entre les triangles, ce sont vos VM sur lesquels sont déployés les produits IBM, un produit IBM qu'on va compter en PVU ou en VPC. Ensuite, on a un cluster qui est composé de 4 ESX, ici. Et un deuxième cluster Y2, qui lui n'a pas de produit IBM. On n'a pas de VM avec des produits IBM dessus. Et tout ça, ils sont attachés à un vCenter. Voilà, une infrastructure assez simple pour comprendre les possibilités de comptage. On en identifie 3. La première, c'est l'actuelle. C'est celle qu'on applique depuis longtemps, c'est celle qu'on a observée en audit jusque-là. On va aller comptabiliser les N plus gros ESX d'un cluster. Donc, ici, on a 2 VM. N, c'est mon nombre de VM. Donc, les N plus gros, les 2 plus gros ESX du cluster, ils font chacun 20 corps. Donc, on va aller compter 2 fois 20 corps, 40. Donc, on va avoir 40 licences à prendre en compte. Si on est en PVE, il faudra bien ajouter un core factor, mais en VPC, c'est le nombre de licences. La deuxième scénario, pardon. On va aller compter tous les ESX du cluster, en faisant l'hypothèse que mes VM évoluent dans le cluster. Et donc là, on va aller compter 60, la somme de mes 4 ESX. La troisième, c'est une contamination qui se rapproche un petit peu de la méthode Oracle. Donc, on va les compter directement au niveau du vCenter, vraiment très similaire à ce que fait Oracle. On parle de contamination pour aller compter le nombre de licences. Et donc là, on va additionner tous les ESX qui sont présents dans le vCenter, ce qui fait un total de 120. Donc voilà différents scénarios de comptage qui pourraient vous impacter quand vous allez compter vos licences. Vous le voyez, hein, on a pris un exemple assez simple, mais même dans cet exemple assez simple, on multiplie par 3 le nombre de cœurs à prendre en compte entre le premier et le dernier. Une dernière note sur ce dernier scénario, notre but n'est pas d'être catastrophique, directement. On a également un REX à ce sujet-là. Donc, historiquement, en audit, on était toujours sur le premier scénario en France. On a accompagné un client en Suisse récemment où les auditeurs ont essayé d'aller compter au-delà du cluster. C'est un client qui n'était pas sous PA12, donc on a pu rester sur la méthode de calcul qui nous est la plus avantageuse, les N plus gros ESX. Néanmoins, voilà, il y a eu cette tentative en Suisse. Donc, à voir si jamais, avec l'appui du PA12, les auditeurs vont essayer en audit de comptabiliser tous les ESX du vCenter. Autre clause importante dont on a décidé de parler un peu aujourd'hui, c'est tout ce qui est notification des évolutions du contrat Passport Advantage. Donc IBM peut modifier ces termes contractuels, hein, ils peuvent venir ajouter des clauses, durcir certaines clauses qui existent déjà, par exemple celle du rapport annuel dont on a parlé au tout début, qu'ils ont un peu renforcé. Et donc, quand une nouvelle version sort, elle est publiée sur le portail Passport Advantage Online et sur le site IBM Terms.
Et donc, à partir de là, la nouvelle version, elle entre en vigueur 3 mois après qu'elle ait été publiée. Et donc, le contrat précise maintenant quelque chose d'important. Il dit que maintenant, c'est au client de s'inscrire sur le site d'IBM pour recevoir la notification comme quoi il y a eu une modification du contrat. Ensuite, le contrat prévoit ce qu'on appelle une acceptation implicite, c'est-à-dire qu'on considère que vous avez accepté la nouvelle version à partir du moment où vous achetez des nouveaux produits, ou vous renouvelez votre maintenance, ou vous continuez d'utiliser les services cloud d'IBM. Et bien sûr, si vous ne refusez pas explicitement, c'est une acceptation implicite. IBM indique nulle part que vous pouvez ou ne pouvez pas refuser cette nouvelle version. Par principe, nous, on n'est pas trop fan des changements de contrat comme ça de façon unilatérale. Donc, on conseille toujours d'envoyer un courrier à IBM pour refuser les nouveaux termes si jamais on n'est pas d'accord, même si c'est écrit nulle part qu'on a le droit de le faire. Et donc, si on prend un peu de recul, donc on voit que cette clause, elle a pas mal évolué ces dernières années. Dans les versions plus anciennes, comme le PA10, les clients étaient directement notifiés. Donc, on a le contact principal d'IBM qui recevait un email pour dire, voilà, il y a eu des changements dans le contrat. Et surtout, il y avait un droit explicite d'accepter ou de refuser la nouvelle version. Ça a disparu complètement donc, dans la V11 où IBM a commencé à introduire cette possibilité pour le client de s'inscrire aux notifications. Et maintenant, dans la V12, c'est très clair. Donc, c'est le client qui est responsable de son inscription. Donc, pensez bien à vous inscrire sur le site IBM Terms, si ce n'est pas le cas, pour être notifié de la prochaine version qui sortira. Et pensez également à potentiellement faire inscrire d'autres personnes, si jamais vous n'êtes pas, vous n'êtes plus sur ce poste, au bout d'un moment et qu'il y a un nouveau PA qui sort, il ne faudrait pas que l'information ne soit pas communiqué et que vous acceptiez de façon implicite. En 3 mois, on le sait, en 3 mois dans nos vies d'entreprise, ça passe extrêmement vite. Le la la l'acceptation implicite arrive et donc vous affectera un nouveau contrat que vous n'aurez pas choisi, avec des clauses qui ne seront pas négociables. Historiquement, IBM, on sait qu'IBM avait certaines fois des problématiques pour prévenir tous les clients. Parce que certains clients nous disaient de ne pas avoir été prévenus, par exemple, de la sortie du PA10 et donc, s'ils n'ont pas été prévenus, ils sont toujours sur le PA9. Maintenant, en changeant cette règle, en obligeant, en plaçant la responsabilité sur le client, IBM se décharge et donc, par défaut, tous les clients qui ne refusent pas passeront en PA13 le jour où celui-ci sortira. Toujours sur le Passport Advantage, encore une fois sur le Passport Advantage uniquement 12, cette règle n'affecte pas le PA10 et le PA11 ou les versions antérieures bien entendu. Donc le contrat avec un C majuscule, IBM définit ça comme une liasse contractuelle composée de différents documents. Dans ces documents, on retrouve notamment l'IPAA, donc ça c'est le nom complet du Passport Advantage, on appelle ça le PA pour simplifier, mais c'est bien IPAA le nom complet. C'est un document contractuel qui est composé d'annexes et de DT, documents de transaction. Ces documents de transaction, ils contiennent différentes clauses voilà, qui sont écrites à l'écran, je ne vais pas vous redétailler, mais on y retrouve notamment les Proof of Entitlement, donc vos preuves d'achat, écrites par IBM quand vous faites votre renouvellement. Et historiquement, on y avait aussi les documents LI, en anglais License Information, en français les textes de licence. Ces textes de licence, ce sont les documents contractuels, enfin historiquement contractuels, créés par IBM, mis à disposition sur le site IBM Terms dont parlait Fatia, qui décrivent pour chaque produit, chaque version, la métrique, comment est-ce qu'elle se calcule, est-ce qu'il y a des exceptions, et toutes les règles de comptage associées à ce produit-là. Donc là, la version 12, le license information n'est plus explicitement dans l'alias contractuel. Quel est l'impact? On a un impact qui est assez important. En le plaçant dans les documents de l'alias contractuel, IBM leur donnait une prévalence contractuelle. Donc ça voulait dire qu'entre le texte de licence et le site du support, le texte de licence avait plus de valeur. Aujourd'hui, si vous êtes sous PA12, ces deux documents, qui ne sont pas des documents contractuels, vont avoir une valeur similaire. Une même valeur et donc si jamais vous avez un audit et que vous êtes basé sur l'un ou sur l'autre pour calculer votre usage, que l'auditeur ne s'est pas basé sur le même, la question se posera de la base de notre calcul de licence pour le produit et la version exacte que vous avez déployée.
Un niveau de complexité supplémentaire lié à ce sujet, c'est la on essaie de comprendre la position d'IBM, parce qu'IBM publie énormément de documents. Si vous suivez un tout petit peu pour un produit, par exemple, vous pouvez voir que IBM, pour un seul produit, est capable de donc avoir plusieurs textes de licence en fonction de la version, mais tout de même, et entre les versions, on va avoir des notions qui vont évoluer et avoir plusieurs documents sur leur site de support qui vont expliquer d'autres règles ou d'autres méthodes de comptage. Voilà, comme je l'ai déjà dit, historiquement, c'était le texte de licence qui avait une primauté pleine. On ne se posait pas plus de questions. Aujourd'hui, avec le PA12, il faut se poser ces questions-là. Dans les obligations incontournables, donc qui sont arrivées en V10 et qu'on a toujours dans la V12, on a tout ce qui concerne les renouvellements partiels de maintenance. Donc, déjà, première chose à savoir, IBM est un éditeur qui autorise le renouvellement partiel de ses licences, hein. C'est quelque chose qui a toujours été permis. C'est pas le cas de tous les éditeurs. Je pense à Oracle, par exemple. La seule règle qui existe chez IBM, c'est, admettons, que j'ai acheté 300 licences, mais que j'en utilise 100, alors je dois renouveler, pardon, au minimum 100 ou sinon, 0 si, je veux plus bénéficier, de la maintenance du tout. Mais je peux pas faire un truc qui est partiel comme renouveler 50 ou 70. Et donc si je veux faire une diminution de la maintenance, donc par exemple passer de 300 à 100, je suis dans l'obligation de fournir des éléments d'inventaire à IBM. Il y a plusieurs types de données qui sont demandées, donc soit des documentations générées par le système, donc ça peut être des extractions sur des térabytes, par exemple pour du Spectrum, ou des extractions sur des utilisateurs pour du Cognos. Et donc si je suis en PVU ou en VPC, IBM demande un rapport ILMT sur les 3 derniers mois, donc avant le renouvellement. Et donc je dois fournir ces éléments au moins 30 jours avant la date du renouvellement. Et si je ne le fais pas, IBM a le droit de renouveler à l'identique ma maintenance. Donc pourquoi on vous parle de ça? On a quelques petits points d'alerte. Euh, Notamment, vous devez absolument anticiper à chaque fois, donc à l'approche de chaque renouvellement, les discussions avec IBM. On a déjà constaté, nous, par le passé, que IBM, c'est un éditeur qui va avoir tendance à demander beaucoup de données, souvent plus que ce qui est suffisant et nécessaire, hein, qu'on se le dise. Et donc, finalement, toutes ces discussions autour des données que je dois envoyer, autour de la façon dont ils vont compter aussi, ça prend du temps. Et donc, il faut anticiper assez tôt pour être dans les délais du renouvellement. Toujours sur un sujet qui concerne l'ensemble des clients qui ont des licences IBM, donc à la fois PA10, 11 et 12. On vous propose, avant de passer sur la partie ILMT, de discuter des obligations liées au subcapacity pour tous les produits qui sont en métrique processeur. Donc on va reparler de PVU, de VPC, et également de RVU dans un cadre de Managed Activated Processor Core, donc de corps, de processeur. Donc ce tableau représente les différentes options en fonction de votre infrastructure ou de votre virtualisation et de la méthode de comptage que vous allez appliquer. Et après, la couche supplémentaire, c'est quel outil avez-vous le droit d'utiliser et quels outils sont obligatoires? Si je me concentre tout d'abord à gauche de mon écran, quand je suis on-premise, par défaut, je suis en full capacity. En full capacity, en pleine capacité en français, c'est-à-dire que je vais aller compter mes machines physiques sous-jacentes. On en a parlé un petit peu plus tôt, avec cette définition un petit peu ambiguë, mais quoi qu'il arrive, voilà, je vais aller compter le nombre de corps de mes machines physiques en fonction de où sont déployés mes produits. À partir du moment où il y a une éventuelle inéligibilité au subcapacity, vous allez rebasculer automatiquement sur cette méthode de comptage. C'est très important de garder ça en tête parce qu'on en a parlé déjà un petit peu, mais les audits sont toujours aussi virulents en 2026. On observe que les auditeurs vont essayer de pousser les clients vers une éligibilité et donc passer en comptage aux machines physiques en full capacity en challengeant le respect des critères d'éligibilité, en challengeant les OS, voilà, en challengeant différents points ou un non-respect éventuel de certaines règles dont on vient de parler. Donc c'est très important, voilà, d'avoir cette vision globale
Parce que si jamais vous êtes dans une situation d'audit, il faut garder en tête, potentiellement, vous allez retomber en full capacity et suivant vos parcs, on a des parcs qui sont très optimisés sur la virtualisation et avec des grosses machines physiques en dessous et donc un nombre de licences qui sera forcément très impactant. Non. Le sub-capacity on-premise, donc je vais aller compter la puissance de mes machines virtuelles. Dès que j'ai un produit VM sur une VM, j'identifie le nombre de corps et je prends ça en compte dans mon calcul. Pour pouvoir compter on-premise en sub-capacity, vous allez devoir déployer ILMT et respecter un certain nombre de critères. On en parlera dans le slide suivant, mais il y en a 7 à respecter. Si vous ne les respectez pas, on rebascule en full capacity. Aujourd'hui, on peut se poser aussi beaucoup de questions sur la partie cloud, la partie container. Donc, on les a inclus pour vous donner une première partie de réponse et ensuite on pourra faire des règles par rapport aux audits en fonction de l'avancement des différents audits que nous avons, des échanges que vous pouvez avoir avec vos interlocuteurs IBM. Quand on est sur le cloud, instinctivement, on va aller compter forcément la puissance de l'instance. Ça paraît très logique parce que vous n'avez pas souvent sur le cloud public, vous n'avez pas visibilité sur les machines sous-jacentes. C'est tout l'intérêt du cloud. Elles ne sont pas chez vous. Vous avez une infrastructure qui est complètement dématérialisée, qu'on ne va pas aller chercher à compter à machine physique. Néanmoins, IBM rend obligatoire l'usage d'ILMT. C'est explicite, alors pardon, pas d'ILMT, d'un outil de comptage. IBM met à disposition sur son site internet une page qui indique, en fonction du cloud que vous utilisez, du cloud provider et de l'offre de ce cloud provider, quel outil sera obligatoire. Par exemple, pour des instances EC2, donc d'AWS, on est bien sur ILMT. Mais pour un autre type d'instance de cloud, on va être plutôt sur ILS, IBM License Services, ou encore d'autres outils. Et donc ça, il faut vraiment se référer au site IBM pour avoir exactement, en fonction de votre offre cloud, l'outil obligatoire. Vous êtes potentiellement en train de vous demander: «Mais si je n'ai pas cet outil, quel est l'impact?» Donc on est sur un outil qui est obligatoire, mais que se passe-t-il si je n'ai pas installé ILMT, ILS ou tout autre outil? Parce que potentiellement, votre commercial ne vous en a pas parlé. Aujourd'hui, hem, la documentation en ligne d'IBM indique qu'on va aller, différencier donc le sub-capacity, la puissance, c'est la puissance allouée à l'instance et le full capacity, on va être sur le maximum de la puissance de la série. Je vais revenir un tout petit peu sur l'infrastructure du cloud. Dans le cloud, vous avez des instances, vous allouez un type d'instance à votre machine. Cette instance, elle fait partie d'une famille qui va avoir un minimum de puissance et un maximum de puissance. Donc si je prends un exemple concret et qu'on dit qu'on a déployé un produit IBM sur une instance, chez AWS, une C5X large, elle a 4 vCPU. C'est la puissance que vous allouez à cette instance. La série C5 donc de l'instance C5X large a un maximum de 96 vCPU. IBM, dans sa documentation, indique que quand vous avez, l'outil de comptage et que vous êtes donc en sub-capacity, vous respectez tous les critères, vous allez compter ce qui est alloué, mes 4 vCPU. Si par contre, vous ne respectez pas ces critères ou que vous n'avez pas d'outil de comptage, vous allez aller compter le maximum de la série, donc les 96 vCPU. Pas besoin de vous apprendre les maths. Entre 4 et 96, le gap est énorme. Vous allez forcément avoir un risque très important si jamais cette règle est appliquée. On peut vous faire, on ne l'a pas écrit sur le slide parce que c'est un rex d'audit, donc c'est forcément un peu délicat à écrire, mais on peut vous partager un rex sur un audit qui s'est terminé récemment, d'un client qui était sur le cloud et qui n'avait pas ILMT. Il aurait dû déployer ILMT, mais ça n'a pas été fait. L'auditeur et ensuite IBM, bon, bien entendu, vu que IBM reçoit le rapport de conformité à la fin, a accepté de compter la puissance allouée à la machine, donc sur mon exemple de tout à l'heure, mes 4 vCPU, sans ILMT. Donc de ne pas considérer les 96 qui semblaient être, quand on lit les documents, le nombre de licences contractuelles qui aurait dû être alloué, qui aurait dû être compté. Aujourd'hui, c'est un premier retour d'audit qui est très positif.
mais sur lequel il faut être extrêmement vigilant parce qu'on a cette notion contractuelle qui dit l'inverse. Et si demain vous êtes en audit, vous êtes sur le cloud, vous n'avez pas cet outil de comptage, vous pourrez, enfin l'auditeur ou IBM, si jamais c'est IBM qui vous audite, pourra vous opposer cette règle et vous indiquer que vous ne respectez pas, ce qu'il faut pour pouvoir compter la puissance allouée à la machine. Dernier point sur, les audits, si jamais un client d'IBM audité accepte d'aller compter le maximum de la série et non pas la puissance allouée, ça fera jurisprudence pour les autres. Donc c'est un sujet qu'on suit de notre côté énormément, parce qu'on est tous en train d'apprendre, et même les éditeurs, sur comment compter sur le cloud. Et donc on anticipe, on essaye de comprendre ce que vont faire les éditeurs. Et je parle des éditeurs, pas que d'IBM, parce qu'on sait que les éditeurs cherchent à aller compter le potentiel maximum d'un produit, de licence pour un produit. Ça va vraiment être leur objectif, sous-jacent. Je me suis beaucoup concentrée sur la partie cloud. Rapidement sur la partie container, on est exactement sur la même logique. On va aller compter cette fois la puissance du container et non plus la puissance, de l'instance ou de la VM. Et on a un outil qui est obligatoire qui s'appelle ILS. ILS, c'est ni plus ni moins qu'ILMT pour les containers. Donc, on est sur les mêmes règles que pour le cloud. Il faut avoir cet outil. Si on ne l'a pas, et ben, à la place d'aller compter la puissance du container, on va aller compter la puissance de la machine physique sous-jacente. Ces 3 derniers produits dont je viens de parler, ces 3 dernières, virtualisations, ou cloud ou container, impliquent ILMT ou un outil de comptage. Vous vous en doutez et de toute façon, on est sur un webinaire, sur IBM. On va forcément faire un petit point sur ces critères d'éligibilité. C'est ça, donc on ne peut pas faire un webinaire IBM sans passer un peu de temps sur ILMT, donc, parce que la grande majorité des problèmes de conformité qu'on voit avec Margot, ils viennent de ILMT. Donc ILMT qui n'est pas bien configuré, des snapshots qui sont manquants, la mise à jour qui n'est pas faite assez régulièrement. Et donc derrière, c'est plus du subcap, mais c'est du full cap qui coûte beaucoup plus cher. Donc c'est jamais du temps perdu de rappeler un peu les règles. Et donc sur cette slide, on a fait une synthèse assez claire pour rappeler les critères pour être éligible au subcapacity. Donc comment ça se lit? En bleu, vous avez les critères. Dans la première colonne, en gris, c'est ce qui est écrit dans le contrat. Et on a mis en face en vert nos recommandations. Il y a 7 critères en tout, donc c'est les mêmes dans la V10, la V11 et la V12. Le premier et deuxième critère, donc vous devez installer ILMT et installer ces agents sur chaque machine sur laquelle vous avez déployé un produit en métrique PVU ou VPC. Normalement, c'est dans les 90 jours maximum après l'installation du produit IBM. Troisième critère, donc vous devez mettre à jour ILMT tous les trimestres. Donc IBM sort une mise à jour tous les 3 mois à chaque fin de trimestre. Donc aujourd'hui, on est à la V9.2.42. On est en mars, donc c'est une fin de trimestre. Donc je sais que dans une dizaine de jours à peu près, IBM va sortir la 9.2.43 et je vais devoir mettre à jour mon ILMT. Ça, c'est un des critères qui pose le plus de problèmes de non-conformité. Si aujourd'hui, je me prends en audit et que j'ai 2 versions de retard, IBM a le droit de faire basculer tout mon parc en full capacity. Et 2 versions de retard, c'est pas grand-chose en soi, enfin, c'est juste 6 mois sans faire de mise à jour. C'est pour ça que c'est un critère sur lequel on ne joue pas du tout. Dans le contrat, il y a écrit qu'il faut faire rapidement, entre guillemets, la mise à jour. Rapidement, ça veut tout et rien dire. Nous, on vous conseille de la faire sous 2 semaines, grand maximum, après sa sortie. Quatrième et cinquième critère, vous devez extraire un rapport de la plateforme ILMT et le conserver pendant 2 ans. Contractuellement, vous devez faire ce rapport tous les 3 mois. Nous, on vous conseille de le faire tous les mois. Ça vous permet 2 choses. Donc déjà, de 1, de vérifier assez souvent donc, votre conformité. Et ça vous laisse le droit à 2 oublis. Donc si vous avez oublié un mois, vous le faites le mois d'après et on reste dans les temps. Sixième critère, vous devez déployer vos produits sur des technologies éligibles. Ça inclut technologie de virtualisation et OS éligibles. Donc, IBM met à disposition sur son site internet les différentes technologies qui sont éligibles au subcapacity. On vous conseille vivement de vous y référer régulièrement parce qu'ils la mettent assez souvent à jour. Par exemple, on peut déjà voir sur leur site que les OS Windows Server 2016
et AX 7.1 ne seront plus éligibles d'ici la fin de l'année. Et dernier critère, donc les notifications ILMT. Donc vous devez vous inscrire aux notifications ILMT pour être au courant quand IBM sort une mise à jour d'ILMT. C'est un peu le même fonctionnement avec les notifications du PA, donc du Passport Advantage, dont on parlait tout à l'heure. Donc ça, c'est les 7 critères. S'il y en a un seul qui n'est pas respecté, on bascule en full capacity. Donc s'il y a vraiment un endroit où vous devez donner de l'énergie et passer du temps, clairement, c'est ici, parce que c'est ici qu'on observe, nous, les plus grands risques de non-conformité. Exactement. Dans les bonnes pratiques, donc là, Fatia vient de parler vraiment des critères qui sont décrits dans le contrat, noir sur blanc, que vous devez respecter, sans quoi vous n'êtes plus léger, comme vient de le dire Fatia. On a rajouté sur ce slide-là quelques bonnes pratiques, quelques éléments qu'on vous recommande de mettre en place pour éviter des mauvaises surprises. Le premier, donc Fatia vient de parler des OS éligibles. On va vous recommander de faire ce suivi des OS éligibles, de s'assurer de votre parc que vous anticipez l'obsolescence des OS. Parce que les OS, c'est ni plus ni moins que enfin, l'inéligibilité des OS, c'est ni plus ni moins que des OS qui ne sont plus supportés par leur éditeur. Donc Fatia a parlé des Windows Server. Microsoft ne supportant plus cette version de Windows Server, IBM décrète qu'il n'est plus éligible. Vous avez ce site d'IBM pour surveiller ça. Vous avez aussi une update majeure d'ILMT, je crois que c'était sur la 9.2.42, donc la dernière, celle qui est sortie en décembre, qu'IBM a rajouté cet élément dans vos rapports. On en reparlera un petit peu plus en détail, mais ça va vous aider également pour surveiller ces évolutions. Les deux points suivants vont ensemble. La classification logicielle, c'est un sujet très global dans IMT qui est hyper important parce que c'est sur cette classification que IBM va se baser pour faire votre audit, ou IBM ou son auditeur. Si dans votre rapport ILMT, vous avez indiqué que vous avez 3 logiciels déployés, IBM et son auditeur en audit vont vous demander des licences pour ces 3 logiciels. Néanmoins, avec la classification, potentiellement, vous pouvez avoir indiqué que le logiciel numéro 3 de ma liste, en fait, il est pour l'usage exclusif du logiciel numéro 2. Donc, par exemple, le déploiement de WasMD est uniquement pour l'usage de DB2. Donc, je n'aurai pas de licence achetée pour WasMD, vu que j'utilise uniquement pour DB2, et que c'est autorisé contractuellement dans le texte de licence. On va parler un petit peu plus tôt. Cet élément-là, c'est écrit contractuellement, que mon WasMD, je peux le couvrir avec mon DB2. Mais si vous n'avez pas fait la classification correctement dans ILMT, d'un premier rapport, en audit, l'auditeur va considérer que vous avez besoin de licence pour WasMD. Donc, un petit travail de révision des classifications, pour nous, est extrêmement important pour, dans un premier temps, les corriger. Et une fois que vous êtes sûr de votre base, les vérifier régulièrement et anticiper des éventuels changements, que ce soit de vos côtés de votre infra ou d'ILMT quand ILMT évolue. Donc voilà, sur la classification, il y a une petite vérification potentiellement trimestrielle. Quand vous faites vos montées de version, n'hésitez pas à regarder comment évolue la classification. Associé à ces points-là, on va avoir la vérification des remontées de données de votre infrastructure. Quand le gestionnaire de machines virtuelles est mal connecté, par exemple, vos ILMT ne saura plus identifier les ESX sous-jacents de vos VM. Et ça sera indiqué dans ILMT, il y aura une petite notification qui vous l'indiquera. Et dans vos rapports audit snapshot, il n'y aura pas de nom de ESX, il y aura marqué TLMVM et des numéros, vu qu'IBM, ILMT n'arrive plus à identifier. C'est des problèmes qualitatifs qui peuvent aller impacter vos comptages de licences, parce que si IBM n'identifie pas les machines physiques, il ne peut pas calculer votre usage. Donc, on se retrouve à ce moment-là avec des problèmes de qualité sur IMT qui vont impacter vos usages, vos licences, et donc votre usage ILMT et le nombre de licences que vous avez renouvelées en fin d'année, en fin de période contractuelle. Donc voilà, quelques bonnes pratiques qu'on vous recommande de mettre en place régulièrement. Potentiellement, c'est 1 fois par trimestre quand vous faites vos mises à jour, comme ça on est sur quelque chose de rodé et puis vous ne posez pas de questions, vous savez qu'il faut le vérifier. Et vous vous assurez qu'à chaque nouvelle montée de version,
la vision dans ILMT n'évolue pas et vous paraît toujours aussi fiable? Donc si on regarde un peu les actualités IMT sorties, cette dernière année, donc à chaque fois qu'IBM, sort une nouvelle version, ils apportent des, évolutions. Donc parfois c'est juste du visuel, mais ça peut aussi être des modifications fonctionnelles qui, peuvent avoir un impact derrière sur comment vous gérez, votre conformité. Donc dans les nouveautés qu'il y a eu en 2025, donc en mars, IBM a ajouté un nouveau fichier. Si vous regardez à chaque fois en détail le rapport Audit Snapshot, il y a un nouveau fichier, donc ce rapport vous devez faire tous les 3 mois, qui s'appelle donc Suppress Software Instance. C'est un CSV où dedans il y a toutes les instances que vous avez supprimées manuellement du rapport. Donc, on sait qu'ILMT disposait déjà d'une fonctionnalité pour exclure des installations, hein. Par exemple, si un produit est détecté, mais qu'il ne doit pas être licencié, on pouvait corriger ça manuellement et c'était tracé dans le fichier. Il y avait une colonne dédiée dans le fichier des usages. Donc ça, c'était les exclusions et IBM a rajouté l'année dernière les suppressions. Donc ça, c'est plus au niveau des composants où on peut venir supprimer complètement des lignes dans le rapport. Donc par exemple, si des composants sont mal détectés, des binaires par exemple, mais le produit n'est pas installé. Et donc je peux venir supprimer ces lignes et elles sont tracées dans le fichier Suppress Software Instance. Donc on fait toujours attention avec ce genre de paramétrage manuel. C'est pas parce qu'on a le droit de le faire et qu'on peut supprimer des choses du rapport qu'IBM n'ira pas le challenger derrière. En juin, IBM rajoute une information sur les ordinateurs dupliqués. Ça arrive assez souvent, par exemple, quand vous réinstallez un scanner sur une machine. Et donc, IBM a rajouté une colonne qui dit si l'ordinateur est dupliqué ou pas. Malheureusement, ils ne sont pas allés au bout. Les deux ordinateurs, ils viennent quand même consommer des licences avant que vous alliez vous-même supprimer le doublon. En septembre, donc on a les bases de données DB2 11.1 et SQL Server 2014 qui sont plus compatibles avec le serveur ILMT. Donc si vous êtes sur une de ces bases de données-là, il faut penser à faire l'upgrade, sinon vous ne pourrez plus faire les mises à jour d'ILMT, ce qui est un peu embêtant. En décembre, pour moi, c'est l'information la plus pertinente. Donc IBM a rajouté dans les rapports un indicateur sur l'éligibilité des OS au sub capacity. Donc, comme on l'a dit, donc on sait que si un OS n'est pas éligible, on compte en full cap. Et donc IBM a rajouté une colonne avec la date de fin de l'éligibilité de l'OS. Donc ça vous évite derrière vous de croiser avec la documentation d'IBM. Par contre, ça ne change pas le calcul. Donc le calcul est toujours affiché en sub capacity. Donc le calcul d'ILMT est toujours faux. Et au final, c'est un peu le mot d'ordre de tous ces changements-là que fait IBM. Il rajoute plein d'infos dans les rapports, mais le calcul reste faux. Donc, c'est à vous derrière d'en avoir conscience et de suivre un peu plus sérieusement votre consommation. Parce qu'on ne peut pas prendre pour argent comptant ce qui a marqué, dans le snapshot. Il faut quand même aller vérifier votre éligibilité. Est-ce que vous avez mis à jour votre base ILMT? Est-ce que vos OS sont éligibles? Voilà, tous les points dont on vient de parler. Il nous reste plus beaucoup de temps, il est 11h55. On voulait passer un tout petit peu de temps sur la partie CVA, la grande annonce de 2025. Donc on a quelques slides, qui reviennent très rapidement sur qu'est-ce que le CVA et nos points d'attention, notamment par rapport à l'IASP. Donc le CVA, c'est tout simplement le remplacement de l'IASP, c'est la nouvelle version, sortie par IBM. On est sur exactement le même principe. C'est un programme d'accompagnement SAM, dont le but, d'après IBM, est d'aider les clients à optimiser les déploiements logiciels, comprendre leurs contrats, gérer le cycle de vie de leurs produits et réduire les risques liés à la cybersécurité. Vous serez, si vous en avez un, vous serez toujours accompagné par un prestataire agréé SAM et vous bénéficierez de cette exemption d'audit, la fameuse exemption d'audit. Dans les deux principales nouveautés, on a la mise à disposition d'un portail sur le site d'IBM aux clients CVA et une exploitation de vos données d'usage par l'IA. IBM intègre IBM Watson X, leur outil d'IA, dans l'exploitation de vos données d'usage. Donc ça peut être toutes les données, donc on parle beaucoup d'infrastructures depuis tout à l'heure, toutes vos données d'infra, mais également les données RGPD, les données de vos utilisateurs, si vous donnez par exemple les usages Cognos, qu'on sait être en métrique utilisateur. Donc, si on regarde rapidement ensemble les ressemblances et différences entre l'IASP, donc l'ancien programme sur la colonne de gauche, et le CVA à droite. Donc, comme c'est d'info, le CVA garde les principes de base de l'IASP. On a toujours une relation tripartite
IBM, le partenaire SAM, donc KPMG, Deloitte, EY ou Angle Point, et vous, donc le client. Donc le partenaire SAM, je rappelle, auquel vous payez une prestation pour qu'il vérifie votre conformité de façon périodique. Et donc, vous remarquerez qu'on retrouve dans les partenaires SAM agréés les deux auditeurs d'IBM, KPMG et Deloitte. Dans ce qui change pas, donc il y a toujours aussi cette histoire de pendant la durée du contrat, je ne peux pas me faire auditer. Et dans ce qui change, ça va être surtout au niveau de la gestion des données et du reporting. Donc avant, les données d'usage étaient collectées et envoyées aux partenaires SAM tous les 3 mois pour les produits PVU ou VPC et tous les ans pour les produits à l'utilisateur. Le partenaire SAM évaluait votre position de conformité et communiquait les résultats à IBM. Si vous aviez des non-conformités, vous entriez directement en négociation avec IBM. Maintenant, donc, avec le CVA, vos données d'usage, elles sont plus simplement partagées aux partenaires SAM par fichier Excel ou par mail. Elles sont mises à disposition dans un portail en ligne. Donc, IBM a développé un portail pour centraliser toutes vos données. Et IBM a accès à ce portail et à vos données une fois que vous avez validé ça avec le partenaire SAM. Et donc, dernière chose qui a changé, donc IBM a intégré dans le CVA des outils d'IA, donc, notamment avec leur outil WatsonX, pour le traitement de vos données. Donc, on reste toujours très vigilant avec ce type de contrat, parce que le partage régulier comme ça de vos données, ça peut avoir des conséquences derrière sur votre relation avec IBM. Complètement. Et ce qui fait qu'on vous a mis ici 4 points d'attention qui nous semblent les plus importants, mais qui sont bien entendu non exhaustifs. On pourra en parler beaucoup plus longtemps, je pense. Le premier, c'est que vous allez avoir un devoir d'obligation, enfin une obligation, pardon, de transparence vis-à-vis à la fois de votre SAM partner, donc potentiellement de votre ancien auditeur, faut aussi avoir conscience de ça, et vis-à-vis d'IBM. Comme disait Fatia, si vous êtes non conforme, vous allez rentrer directement en négociation avec IBM pour vous remettre en conformité et potentiellement un surcoût de facture. On parle coût, Fatia en a parlé, vous êtes maintenant porteur du budget de cet audit. L'audit, le vrai audit, c'est IBM qui porte le coût. Il paye son prestataire pour vous auditer toutes les X années. Là, vous allez avoir, pendant toute la durée du contrat, la charge de cet audit régulier. Donc tous les trimestres ou tous les ans, en fonction du type de données, vous allez envoyer vos données à IBM, enfin à son partenaire, et vous allez payer le partenaire pour vous auditer. On a vraiment un TCO qu'il faut prendre en compte, un total cost of ownership pour ce contrat. Également pour le temps passé, pour le temps que sur lequel vos équipes vont passer, parce que ces rapports, il faut les faire. Les rapports d'usage, alors ILMT, en soi, vous dites, bon, on le fait déjà actuellement, faire ces rapports, mais après, il y a tous les autres produits. Et potentiellement, les échanges avec Deloitte, la KPMG, enfin avec les SAM partenaires, vont nécessiter des mises en conformité, de passer un petit peu de temps sur les sujets, du temps que vos équipes n'ont pas forcément, ou en tout cas du temps que vous n'aviez pas prévu. Vos équipes passent du temps dessus. Un des points assez importants qu'on observe pour l'IASP ou pour le CVA, c'est que les prestataires SAM sont plus arrangeants. Ils vont aller trouver les meilleures solutions pour vous dans le contexte du CVA. Néanmoins, ce CVA, il a une date de fin. Et à cette date de fin, vous perdez l'exception d'audit. Donc, vous pouvez vous prendre un audit dès la fin du CVA. Et enfin, on en a déjà un petit peu parlé avec Fatia, les traitements des données par l'IA, nous, ça met forcément un red flag. Voilà, il faut se poser des questions sur les notions d'RGPD, sur la confidentialité de ces données. Est-ce qu'on accepte qu'elles soient utilisées pour entraîner l'IA d'IBM, en l'occurrence WatsonX? Voilà pour nos sujets. On a essayé d'accélérer un petit peu à la fin, vu que l'heure passe assez vite. Sur le CVA, on vous a remis ici donc nos offres d'accompagnement. Je te laisse. Oui, tout à fait. Merci beaucoup les filles pour cette présentation. Donc
Tout à fait, comme l'ont dit Margot et Fatia au long de la présentation, il y a beaucoup d'obligations que IBM pose tout au long des années. Ça devient de plus en plus compliqué de toutes les cocher. Et donc, on a mis en place différentes choses qui vous permettent d'être serein au moindre coût. Alors, la première prestation classique qu'on a l'habitude de faire pour nos clients, c'est un inventaire audit à blanc. Et donc là, on va être sur un audit one shot à blanc, comme si on était un auditeur, comme si on venait auditer votre situation. On peut mettre dedans d'ailleurs un diag ILMT. Margot, souvent on fait un diag ILMT aussi sur la C'est ça, situation ILMT, un diag en exactement. fait subcapacity pour vous Oui, dire est-ce que vous cochez les cases, quelles cases il vous manque, quel est le plan d'action pour y aller. Du coup, on peut vous aider jusque dans la montée de version ILMT, vous assurer que tout est bien rangé. Et ensuite, on bascule sur le monitoring, c'est-à-dire que pour quelques milliers d'euros, vraiment, c'est des snapshots qui sont bien optimisés. Vous avez accès à travers une interface Sandbox.io, qui est une interface ailée, la possibilité d'accéder à des rapports mensuels ou trimestriels sur votre éligibilité subcapacity et vos usages et la manière dont, enfin, s'il y a des remédiations à faire ou pas pour rester conforme. Et donc, du coup, les clients qui sont chez nous dans ce monitoring, quand IBM arrive et il y a une négociation, etc., eh bien, directement, on peut sortir les résultats et montrer qu'on est conforme. On a l'historique, si ça fait un certain temps que vous êtes sous monitoring. Et hop, c'est réglé. En quelques jours, l'audit il est plié, ça sort à zéro, si vous avez bien fait les actions recommandées, bien sûr. Mais voilà, il y a vraiment, on a plein d'histoires avec Margot et Fatia d'audits qui se finissent à zéro parce que on avait bien géré dans la durée ce type de choses. Et ça vous prend le moins de temps possible. Après, si vous êtes déjà en audit, on peut faire de l'audit defense. Donc là, vraiment, on est très connu pour ça aussi. C'est-à-dire qu'on va se mettre à vos côtés en face de IBM et de l'auditeur. On connaît les auditeurs, on connaît leurs noms, on connaît leur les jeu. acteurs là-bas, leurs habitudes, ce qu'ils aiment faire, leur stratégie. On vous aide. Le but, bah, enfin, bien sûr, c'est que de toute façon, on doit respecter les règles de l'éditeur. Mais parfois, il y a aussi beaucoup d'interprétations. Il y a aussi beaucoup de manières de contourner, de faire des contre-rapports d'audit et de défendre de bonne foi vos positions et vos finances. Et donc ça, on le fait aussi très bien. Et puis enfin, la quatrième chose qu'on peut proposer, c'est un accompagnement CVA-like. Donc là, on va se substituer à Feu IASP et le CVA maintenant. L'idée, c'est de dire, bah, en fait, faites un CVA-like avec Ele, ça va vous coûter moins cher. Vous avez un acteur indépendant qui vous fait des analyses et en fait, vous êtes aussi exempté d'audit puisque normalement, si IBM sait que vous êtes sous contrat avec Ele, avec un monitoring régulier, normalement, c'est pas rentable pour eux de venir. Donc ils viennent pas vous chercher. Donc nous on pense que ce sont quatre bonnes solutions qui devraient répondre sûrement à une des situations dans laquelle vous vous trouvez si vous êtes venu vous connecter à ce webinar. N'hésitez pas à nous demander. Antoine va vous envoyer un email avec le lien vers le replay. Et puis, si vous voulez rebondir et demander un rendez-vous pour une présentation d'une de ces offres, ça sera avec un grand plaisir. Sachant que Et ça c'est sera des sûrement avec offres, Margot ou Fatia. oui, c'est des offres qui sont forcément très complémentaires les unes des autres, et ce sont les offres sur lesquelles on accompagne la plupart de nos clients sur les sujets IBM. Ouais. Après, si vous avez un autre besoin, on s'adapte, on fait du conseil, Oui. donc on a la liberté d'adapter nos missions à vos besoins. Mmh. Et je vous ai parlé tout à l'heure des formations. Donc, on a en mars plusieurs formations. Donc, il y en a certaines qui sont dès demain, donc c'est un peu tard, mais au moins vous les avez en tête. Écosystème des fournisseurs logiciels et cloud. On a des formations sur le licensing des éditeurs. Et il y en a une sur Oracle le 11 mars, mais on en a d'autres sur Microsoft, IBM, etc. Il y a aussi des formations sur les fondamentaux de l'IT, sur la négociation des accords Microsoft. Licensing Editor IBM, c'est en mai. Voilà, et après, vous pouvez vous connecter sur le catalogue. Il y a des dates même en septembre, si c'est un peu court terme pour vous sur mars et mai. Il y a des dates en septembre, etc. Voilà, n'hésitez pas à aller voir le catalogue s'il y a des formations qui vous intéressent. Merci à tous. Merci Merci. Margot et Fatia.
Merci beaucoup. Si vous avez des questions, je sais qu'il est passé midi, donc potentiellement